Mesdames et messieurs, bonjour. Selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, il est reconnu aux consommateurs du monde entier 8 droits fondamentaux. Le droit à la satisfaction des besoins essentiels, le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit au choix, le droit d'être entendu, le droit donc à la réparation des torts, à l'éducation à la consommation et le droit à un environnement sain et durable. Cependant, la jouissance pleine et entière de tous ces droits exige de chaque pays, n'est-ce pas, l'adoption d'un certain nombre de lois et de textes et la veille de l'application de ces textes-là par les associations de consommateurs. Quelle est la situation en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire? Pour en parler, nous recevons un expert et un acteur majeur du domaine. Doukoua Godé, bonjour. Bonjour, Monsieur Quadio. Vous êtes le président du conseil d'administration de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi un expert en consumérisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci de nous avoir invités à participer à cette émission qui est très importante pour tous les consommateurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Ok, merci. Nous entrons donc dans le vif du sujet. Comme nous l'évoquions tout à l'heure, Monsieur Doukoua, alors quelle est la situation de façon générale en ce qui concerne les droits des consommateurs en Côte d'Ivoire? Les droits du consommateur tels que issus de la résolution 39-248, qui a consacré les principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur, visent à la protection des intérêts du consommateur, qui sont au nombre de 3. Il y a ses intérêts économiques, ses intérêts physiques et ses intérêts juridiques. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, on n'a pas encore atteint la protection efficiente des intérêts des consommateurs en Côte d'Ivoire. Donc, la défense des droits du consommateur reste toujours difficile et délicate. Alors, quels sont, n'est-ce pas, ces tests-là censés protéger les consommateurs en Côte d'Ivoire? Disons qu'il y a la résolution des Nations Unies telle que je le citais tantôt. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de législation spécifique pour la protection des consommateurs. Il y a un projet de code de consommation qui, jusque-là, est encore au niveau du gouvernement. Ministère du Commerce. Oui, c'est-à-dire qu'un projet du code de la consommation qui a été pris à l'initiative du ministère du Commerce, mais sur lequel tous les acteurs ont travaillé, y compris les consommateurs. Okay. Maintenant, je crois qu'au niveau du gouvernement, il revient encore au ministère du Commerce de porter ce projet du Code de la consommation devant l'Assemblée pour que ça devienne une loi qui doit être votée par l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas encore été fait. Seulement, la protection des consommateurs en Côte d'Ivoire sont issus de certaines dispositions, sinon certaines dispositions légales et législatives qui sont spécifiques au sein des ministères techniques, notamment au niveau du ministère du Commerce. Nous avons l'ordonnance 2013-662 du 20 septembre 2013 qui est relative à la concurrence, parmi tant d'autres dispositions. Donc en fait, il n'y a pas de loi spécifique, mais ce sont des lois qui, au niveau des ministères, de certains ministères techniques, notamment du ministère du Commerce, qui assurent la protection du consommateur dans leur application. Ok, voilà, ok. Depuis plusieurs années, le pouvoir d'achat du consommateur ivoirien ne fait que, j'allais dire, n'a pas subi véritablement d'augmentation, alors que les prix des biens et services ne fait, n'est-ce pas, que grimper, comme on le dit, ou bien prennent, n'est-ce pas, l'ascenseur. Alors que faites-vous pour faire face à ce casse-tête des consommateurs ivoiriens? Ah oui, ce problème, c'est un problème récurrent qui dure depuis plusieurs décennies. Je crois que plusieurs solutions ont été proposées par le gouvernement. Notamment, je vous citais l'ordonnance 2013-662 qui est relative à la concurrence. Et cette ordonnance, à l'une de ses dispositions, a institué en Côte d'Ivoire la commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère. Donc, la mission est de faire en sorte à ce que la vie chère
diminue en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat du consommateur puisse lui permettre d'accéder à des biens et services de qualité. Malheureusement, la situation, vous le constatez avec moi, il suffit de faire un micro-trottoir et vous verrez que les Ivoiriens continuent d'avoir faim. Vous êtes régulièrement consulté par cette commission, vous appartenez à cette commission? Non, nous n'appartenons pas à cette commission. Vous êtes quand même consulté pour... Nous portons certaines plaintes devant la commission parce que son rôle est de veiller à la concurrence sur le marché. Vous savez que cette ordonnance institue la libéralisation du commerce en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les prix des biens et services en Côte d'Ivoire sont déterminés par le libre jeu de la concurrence. Donc, à partir de ce moment, la Commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère a un rôle fondamental parce qu'elle doit veiller à ce que toutes les pratiques soient faites de manière transparente pour assurer la protection des consommateurs. Parce qu'il peut y avoir des pratiques collectives, des ententes illicites ou des abus de position dominante. Il y a également des pratiques individuelles qui portent atteinte à la protection du consommateur, notamment le respect des prix de certains biens et services réglementés par l'État. Je prends le cas du gaz butane. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, le gaz butane, le prix est réglementé pour les consommateurs. Donc, tout opérateur économique, tout commerçant qui met en vente ce produit-là doit respecter le prix fixé par l'État. Malheureusement, beaucoup d'opérateurs économiques ne respectent pas ces prix, ce qui est une faute très grave. Il va également, au niveau des pratiques individuelles, la publicité des prix à l'égard du consommateur. Lorsque vous proposez un bien ou un service à la vente, vous êtes tenu, pour un souci de transparence dans la transaction, de publier vos prix. C'est-à-dire, soit vous le faites par affichage, par étiquetage ou par écriteau. Donc, ce sont des éléments qui ne sont pas respectés. Et quand ces éléments ne sont pas respectés, la protection du consommateur ne peut pas être assurée. Parce qu'il n'y a pas de transparence dans le marché. Ok. C'est vrai que, comme vous l'indiquez tout à l'heure, comme la plupart des pays africains, la Côte d'Ivoire est tributaire de l'extérieur concernant en matière de couverture alimentaire, puisque les prix dépendent des cours du dollar. Mais que faites-vous pour veiller, n'est-ce pas, au système de contrôle des prix? Puisque c'est là le véritable problème. Parce que depuis 1991, avec date de la libération des prix, ce système ne fonctionne pas bien. Non, il n'y a plus de contrôle de prix à proprement parler. Le ministère du Commerce le fait, je crois. Oui, non, mais comme vous le disiez, je vous expliquais, il n'y a que certains produits qui sont très limités. En Côte d'Ivoire, il y a 4 produits et services dont les prix sont réglementés. Il y a le gaz butane, il y a les livres scolaires primaires d'édition locale, il y a les produits et spécialités pharmaceutiques, c'est-à-dire que tous les médicaments qui se vendent en pharmacie, les prix sont réglementés par l'État. Il y a également le prix du transport public qui doit l'être. Vous verrez que, au niveau sans faire de publicité, la structure de transport que nous avons en Côte d'Ivoire ici, les prix ne varient pas depuis un certain moment. C'est parce que c'est l'État qui décide. Mais au-delà de ça, tous les autres produits et biens ou services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence. Donc, pour que le consommateur soit suffisamment protégé, il est important que les règles qui régissent cette concurrence soient respectées. Et il revient au ministère du Commerce de veiller au respect de ces dispositions légales et réglementaire. D'accord, on va aller sur des cas pratiques. On sait que le riz est l'aliment le plus consommé en Côte d'Ivoire. Depuis un certain moment, on le sait tous, depuis quelques années, la Côte d'Ivoire, au niveau de la production nationale, a une production qui a sensiblement augmenté. Mais les prix n'ont pas chuté sur le marché, alors qu'on devrait, n'est-ce pas, importer peu. Oui, je crois que tout est un choix politique. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays où beaucoup de produits poussent
notamment le riz. On a la possibilité de produire du riz suffisamment, de consommer et d'exporter. Si nous voulons devenir exportateurs de riz, nous le pouvons. Nous avons des bas-fonds, nous avons de la place pour semer du riz. C'est une volonté politique. Et je pense que cette volonté politique, l'État est en train de mettre ça en œuvre. Mais je pense qu'on peut aboutir à cela. Malheureusement, il y a, sans le cacher, il y a des lobbies qui se créent au niveau de l'importation du riz. Les gens se font beaucoup d'argent et malheureusement, celui qui paye, c'est le consommateur final. Okay. Sinon, cette volonté, si elle arrivait, on peut le régler. Il y a le problème de la production et le problème de la distribution. Si vous produisez suffisamment de riz et que vous n'arrivez pas à distribuer de manière équitable, mais je dirais de manière parfaite, ce riz-là, ça pose problème. Parce que le consommateur ne peut pas accéder à ces riz. Ok, Monsieur Doukoua, oui. Votre organisation, il n'y a pas longtemps, sur des sujets précis, notamment les tarifs du péage autoroutier et l'augmentation des prix des journaux, vous avez fait des revendications, sinon des revendications, où en est-on avec ce sujet, puisque vous avez revendiqué, mais ce qu'on a constaté, c'est que rien n'a changé. Quelle démarche avez-vous effectuée et pourquoi ça n'a pas abouti? Oui, vous savez, nous sommes une organisation, je dirais, de la société civile. Nous interpellons l'État sur sa mission régalienne. Il revient à l'État de faire respecter certaines dispositions. Il y a eu le péage. Le dernier en date, c'est le péage sur le pont avec le connaissons. Nous avons estimé que le coût était excessif. Parce que lorsque on fixe un prix du péage, automatiquement, le transporteur répercute le coût sur l'usager. Prenez quand on prend le transport en commun, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les taxis communaux, qu'on appelle vulgairement les Roro en Côte d'Ivoire, lorsque vous les empruntez à l'époque, alors que vous faisiez un grand tour pour aller à Marcory, de la Riviera à Marcory, vous payez 800 francs. Plutôt, vous payez 700 francs. Aujourd'hui, vous prenez le nouveau pont. Le coût du carburant a baissé. Mais vous payez 800 francs. C'est-à-dire que le transporteur, il se frotte les mains. Il ne perd rien. Mais il revient à l'État. Lorsque l'État diminue le coût du carburant à un certain niveau, parce que les cours mondiaux aujourd'hui ont chuté, oui, tout à fait. Il est important que tous les consommateurs en profitent. C'est vrai que au niveau des stations, il n'y a pas de problème. Non, les stations, il n'y a pas de problème. Les automobilistes, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, je parle de la majorité des usagers, de la majorité des consommateurs. Parce que la majorité des consommateurs ne prennent pas du carburant à la pompe, mais ils prennent les transports en commun. Donc, dès lors où le coût baisse, l'État doit avoir des discussions franches avec les transporteurs, de telle sorte que cette baisse-là profite aux usagers, c'est-à-dire aux consommateurs qui empruntent le transport en commun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il revient à l'État de veiller à l'applicabilité de toutes les décisions. Parce que l'une des missions de l'État, c'est quoi? C'est d'assurer, parce que cette mission, elle est constitutionnelle, c'est d'assurer un bien-être, un mieux-être économique et social aux populations, c'est-à-dire aux citoyens, c'est-à-dire aux consommateurs que nous sommes tous, parce qu'on est tous des consommateurs. Ok, je veux qu'on parle du péage autoroutier. Vous avez parlé de ce péage-là qui était un peu cher par rapport aux distances j'allais dire aux distances. Expliquez-nous un peu ce que vous appelez cette loi de proportionnalité. Oui, disons que, parce qu'il y a deux types de péages. Il y a le péage sur le pont et le péage autoroutier. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le péage fermé et le péage ouvert. En fonction du choix qui est porté, vous payez la distance que vous portez, vous parcourez. Je prends un exemple.
Si vous en prenez l'autoroute pour aller à Yamoussoukro, selon le choix qui est opéré, si vous arrêtez à 25 km, vous payez 25 km. Parce que c'est un type de péage. Mais le péage qui a été choisi en Côte d'Ivoire, c'est que si on devrait faire payer la distance que vous parcourez, cela nécessiterait à mettre beaucoup plus d'infrastructures. C'est-à-dire qu'on allait multiplier la construction des points de péage. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une bretelle où les gens doivent sortir pour entrer, il faut forcément un poste de péage. Donc on a considéré que pour toutes les personnes qui parcourent d'un péage à un autre, sur une centaine de kilomètres et plus, vous payez une certaine somme en fonction de la distance que vous allez parcourir. C'est le choix qui a été opéré. Bon, ces choix, parce que c'est nouveau en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le péage, depuis toujours, il n'y avait pas de péage en Côte d'Ivoire. Donc la commercialisation de la route est plutôt de l'autoroute, puisqu'il faut préciser les choses. Okay. Il n'y a pas de commercialisation de la route en général, mais de l'autoroute. C'est l'autoroute qui est commercialisée. Okay. Ailleurs, c'est-à-dire que si vous allez dans la sous-région, vous pouvez aller au Ghana ou à côté de chez nous au Togo, là-bas, c'est la route, ce sont les routes qui sont commercialisées. Je crois qu'il y a deux pays dans notre zone, c'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui commercialisent l'autoroute. Donc notre souci, c'est quoi? Notre souci, il est qu'à chaque fois qu'une décision est prise, que les charges soient partagées, que ce ne soit pas le consommateur qui paye toujours pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation, parce que quand il y a eu le péage et que le transporteur, quand vous prenez le car, lui, il fait quoi? Le transporteur, lui, il répercute, quelquefois au triple. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de la distance. S'il y a 10 francs, il augmente et vous fait payer, si vous êtes 60 personnes, chacun paye la même chose dans le car. Donc, il est important, c'est vrai que nous sommes dans un cadre de libéralisation des prix, mais il revient au niveau des transports publics dans un pays, à l'État, de mettre une réglementation. Okay. Concernant le prix des journaux, l'augmentation du prix des journaux, oui. Que s'est-il passé? Oui, concernant le prix des journaux, c'est une entente illicite qui est contraire aux dispositions de l'ordonnance 2013-662 du 20 septembre 2013. Plus d'explications? À ces articles 11 et 12, cette ordonnance interdit des ententes illicites. C'est quoi une entente illicite? C'est lorsque des personnes d'une corporation se mettent ensemble pour procéder à l'augmentation du produit ou d'un service. Il s'est trouvé que dans le cadre du groupement de presse, c'est-à-dire ces éditeurs se sont retrouvés à Grand Bassam, le GEPSI, ils se sont retrouvés à Grand Bassam au cours d'un séminaire et ils ont décidé d'augmenter le prix des journaux. Nous avons dit que c'est une pratique anticoncurrentielle. Et quand la pratique est comme ça, c'est une faute. Il revient à la commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère de régler le problème. Nous avons porté plainte devant cette commission. La commission nous a répondu pour nous dire que selon sa mission à elle, elle avait le pouvoir d'autosaisine et qu'elle s'était déjà saisie de avait déjà engagé des enquêtes et que de nous de patienter et que les résultats allaient nous être apportés. Malheureusement, ça fait bientôt 1 an, on n'a toujours pas de résultats. Mais nous avons dit que si nous n'avons pas de résultats au niveau de la commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire, nous allons porter cette affaire-là au plan sous-régional, c'est-à-dire devant la commission de la concurrence de l'UEMOA, conformément à nos tests. On n'a pas oublié
Parce que ce n'est pas normal. L'affaire suit son cours. L'affaire suit son cours. Ok, nous allons donc aborder un autre sujet. Concernant les questions environnementales, vous avez dénoncé il n'y a pas longtemps les prix des sachets OXO ou biodégradables. Où en est-on avec cette question? Oui, c'est-à-dire que le fait de vivre dans un environnement sain et durable, vous l'aviez cité tantôt, est un droit du consommateur. Ce que nous avons déploré, c'est la manière cavalière dont, dans l'application de ce test, d'abord, en supprimant les sachets ordinaires, l'État a voulu qu'il y ait en échange des sachets OXO et biodégradables, ce qui est tout à fait normal, on est tous d'accord. Mais on trouve difficilement ces sachets, alors qu'il aurait fallu de faire en sorte, en partenariat avec les opérateurs privés, à qui on a accordé près d'1 an pour revoir leurs machines, de s'adapter pour que ces sachets soient disponibles. Ces sachets ne sont pas disponibles. Première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est que il y a certains opérateurs économiques, certains commerçants, tels que les supermarchés, quand vous alliez faire vos achats dans un supermarché, vous finissez. On vous donne l'emballage. Mais aujourd'hui, alors qu'on parle de lutter contre la vie chère, vous allez dans un supermarché, qu'est-ce qui se passe? Vous faites vos achats, on vous dit, l'emballage est là, mais vous devez l'acheter. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Hein? Demandez au supermarché d'utiliser des sachets OXO ou biodégradables, ce qui est tout à fait normal, mais de maintenir la gratuité de ces emballages pour les clients qui entrent, pour les consommateurs qui viennent faire les achats. Alors le verdict non, le constat, il est que il y a certains supermarchés qui ont attendu notre appel, d'autres qui font la sourde oreille, mais il revient toujours à l'État régalien de rétablir l'équité. Parce qu'au fond... À travers toujours le ministère du Commerce... le ministère du Commerce... Et de l'Environnement. Non, il y a 3 ministères qui interviennent dans ce secteur. Le ministère de l'Industrie, qui s'occupe de la production, okay. Le ministère de l'Environnement et le ministère du Commerce. Okay. Donc ces 3 ministères techniques doivent veiller à l'application. Mais attends un exemple. Quand vous allez dans... parce que l'utilisation des sachets OXO biodégradables est valable également pour les pharmacies. Mais quand vous allez dans une pharmacie, mais on vous donne toujours l'emballage gratuitement. On ne vous dit pas que parce que désormais on nous dit d'utiliser des sachets bio ou OXO dégradables, alors voilà vos médicaments, payez les sachets. Non, je crois que si on a envie de lutter contre la vie chère. D'accord. Monsieur Godet, oui. Au niveau du relèvement du pouvoir d'achat, il y a eu quand même des avancées au niveau de la Côte d'Ivoire, puisque l'État a relevé quand même le SMIC de 36 600 à 60 000. Des avancées quand même considérables. Hein? Oui, en son temps, nous avions salué cet effort qui a été fait. Parce que durant plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies, le SMIC en Côte d'Ivoire stagnait à 32 000 et quelques. Il y a eu même des augmentations de salaires aussi qu'il faut payer. Oui, mais le fossé est tellement grand que nous demandons encore l'État de faire un autre effort. Parce que lorsque le salaire augmente de moitié et que le prix flambe, c'est comme si vous n'avez rien fait. C'est la situation que nous vivons. Donc il y a deux solutions dans ce processus. Soit on procède à une augmentation pour relancer l'économie, parce que si chacun d'entre nous a un travail, il faut d'abord avoir un travail pour avoir un salaire, ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Vous verrez qu'un seul citoyen qui travaille nourrit, je ne dis, pour ne pas exagérer, nourrit un village. Parce que quand vous avez à payer les factures de tout le monde, de tous ceux qui ne travaillent pas, ça pose problème. Mais nous estimons que cet effort, on l'a reconnu en son temps, mais on estime que l'État peut encore faire un effort. Mais entre autres choses, l'État doit aussi veiller au respect des tests et mettre fin à tous ces lobbies qui existent. C'est-à-dire que toutes les décisions gouvernementales qui sont prises pour apporter la baisse des prix n'y arrivent pas parce qu'il y a des lobbies.
Mais il y a également quelque chose que je vais relever, c'est que l'État, en prenant certaines dispositions, augmente le prix. Si je prends l'exemple de l'année fiscale 2014, je vous en prie, l'année fiscale 2014, vous avez vu que le coût de l'Internet et de la communication a augmenté. C'est dû simplement à cette annexe-là qui a augmenté les taxes au niveau... Mais là, c'est discutable puisque l'État réparait un tort, puisqu'on s'est mis au niveau des normes, au niveau de la sous-région avec, je crois, 17% au niveau de la fiscalité. C'est un autre débat. Alors, on reproche aux associations de consommateurs leur inertie, friseur, une complicité avec le pouvoir. Rapidement, votre avis là-dessus? Non, je dirais que c'est faire un mauvais procès aux associations de consommateurs, aux consommateurs que nous sommes. Nous nous battons avec nos moyens de bord. Nous ne bénéficions d'aucune subvention de l'État. Oui, mais malgré le nombre élevé d'associations de consommateurs, vous n'arrivez pas à mobiliser. Est-ce que ce qui est mis en cause ici, c'est votre manque de solidarité ou, j'allais dire, un problème de management des opérations? Non. Je vais revenir sur la question. Je pense que il y a deux problèmes à ce niveau. Il y a le niveau de la mauvaise compréhension de la protection des intérêts des consommateurs de l'État, mais il y a que nos consommateurs, nous qui sommes consommateurs, on a certes des droits que tu as cités, mais tu n'as pas cité nos obligations. L'obligation du consommateur, c'est quoi? La solidarité. On doit être solidaire. Nous devons être actifs, avertis. Solidaire, il faut qu'on soit ensemble. Actifs, on doit se lever ensemble pour défendre nos droits. C'est-à-dire que quand nous constatons dans un quartier que la bouteille de gaz qui doit être vendue à 5 200 francs, je pense que la bouteille de 12 kilos est vendue à 5 500 francs, tous les consommateurs du quartier doivent dire non à ces commerçants. Mais si c'est moi seul qui dis non... Sur quelle base, puisqu'on n'est pas constitué, Non, mais attends. Mais c'est sur la base que nous devons être solidaires. Nous devons être solidaires. Monsieur Goudé, l'État ne nous permet pas de traiter non, mais nous devons être solidaires. Mais comme je le disais, nous devons être actifs. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de défendre nos droits dans nos salons. Moi, j'ai constaté dans ce pays-là que les gens battent le pavé pour soutenir des positions et puis ils retournent le ventre creux dans leur bidonville pour dormir, alors qu'on aurait pu se lever ensemble pour défendre nos intérêts. D'accord, ok, le temps ne nous permet pas de traiter à fond cette question. Nous passons très rapidement à la rubrique les projets. Deux fêtes au niveau du continent à commenter. Premier fait, l'Organisation des consommateurs du Burkina avait dénoncé une publicité mensongère sur des jus commercialisés dans le pays par une société. La raison était que la société en question avait marqué sur des affiches publicitaires que ces jus étaient donc les merveilles du Burkina, alors que selon l'OCB, ces jus de fruits étaient fabriqués au Ghana, donc des informations qui étaient, n'est-ce pas, de nature à tromper les consommateurs burkinabés. Rapidement, votre avis là-dessus? Oui, mais c'est une très bonne chose. C'est ce que nous demandons aux consommateurs et aux associations, de se lever pour décrier ces pratiques qui n'honorent pas. Nous saluons nos confrères du Burkina d'avoir réagi positivement face à une situation qui portait atteinte à leurs intérêts physiques. Ok, concernant le deuxième fait, au Cameroun, la Ligue camerounaise des consommateurs, LCC, vient de donner un délai d'un mois à partir du 6 janvier là, à un opérateur de téléphonie mobile afin de cesser de communiquer aux usagers en chinois au mépris des dispositions constitutionnelles, puisque la constitution camerounaise stipule que l'anglais et le français sont les deux langues officielles d'égale valeur du pays. Mais cette décision, elle est louable et elle est bienvenue. Mais au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, tous les produits qui nous sont vendus, c'est-à-dire que les étiquetages doivent être en français, qui est la langue. Il y a une langue nationale qui est choisie. Au Cameroun, il y a le français et l'anglais. C'est tout à fait normal que tout ce qui est porté à la connaissance du consommateur doit être libellé en langue officielle. C'est-à-dire que la langue officielle qui est retenue par l'État, au Cameroun, il y a l'anglais et le français en même temps. Donc, tout ce qui est vendu, tout ce qui est proposé au consommateur, doit respecter cette disposition. C'est de la même manière en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous allez acheter un médicament,
Hein, et quand on vous dit c'est un médicament chinois et que tout est écrit en chinois, vous ne connaissez même pas la posologie de ce qu'on vous sert. Donc c'est une faute grave. Moi je pense que je félicite nos confrères du Cameroun, j'encourage aussi en Côte d'Ivoire. On a des exemples patents également, mais que ces exemples aboutissent pour amener les opérateurs à respecter les tests. Parce que le respect des dispositions législatives et légales dans un pays qui vont dans la protection du consommateur sont une très bonne chose pour nous assurer un mieux-être économique et social. Ok, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous passons donc à la signature de notre invité dans le livre blanc. Une phrase pour marquer votre passage à Perspective Afrique. Alors, Monsieur Godet, vous allez partager le fruit de votre réflexion aux téléspectateurs de Béni TV. Je disais ceci, félicitations à Béni TV pour cette opportunité qui nous est offerte pour nous adresser aux consommateurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Que Dieu bénisse Béni TV et tous les consommateurs. Ok, merci. Merci. Nous sommes au terme de cette émission. Nous avons échangé avec notre invité sur les droits de consommateurs ivoiriens et les actions des associations de consommateurs donc dans notre pays et en Afrique. On espère une collaboration tripartite entre État, secteur privé et association, j'allais dire société civile, n'est-ce pas, pour une collaboration véritable afin de permettre le relèvement du pouvoir d'achat et de lutter contre la vie chère dans nos pays. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Doukoua Goudé, il est le président du conseil d'administration de la Confédération des organisateurs de consommateurs de Côte d'Ivoire. Il est aussi expert en consumérisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Monsieur Kwadio. Oui, quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons notre rendez-vous de Perspective Afrique, mercredi 17h25, samedi 20h, sur ce. Bonne suite du programme sur Béni TV.